bonsoir à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle séance de l'Université permanente. Donc on continue le cycle en économie et donc pour nous ce soir donc, on va continuer sur la section 4 du Capital avec Salia Boussedra donc, sur la question du progrès technique et de l'emploi. Eh bien, merci beaucoup Léon Cacan. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Une nouvelle fois, merci beaucoup à l'Université permanente pour cette invitation. Une nouvelle fois à Guillaume Roubaud-Kouachi, à Noël Mansou, à mon camarade aussi, à mon autre camarade Florian Gully. Voilà. Alors, vous dire que la section qu'on va aborder aujourd'hui, elle sera moins ardue, forcément, et heureusement, j'ai envie de dire, que la dernière fois, que celle qu'on a abordée ensemble, le chapitre 1. Voilà. Donc, cette section, elle est, comme vous le savez, consacrée à la surpopulation, à la survaleur relative. Donc, dans cette section, Marx va commencer par présenter le concept de la survaleur relative, l'idée générale. Puis, au fur et à mesure de la déclinaison des chapitres, il va décrire par le menu l'évolution du mode de production capitaliste. Comme ce dernier passe d'une production de type artisanal sur laquelle il s'appuie au départ à la manufacture, moment essentiel dans la phase de transition, mais bientôt insuffisant et constituant un frein au développement frénétique du capitalisme, il faudra alors passer à la grande industrie. Marx s'attachera à mettre en lumière les distinctions entre l'artisanat, la manufacture puis la grande industrie en montrant que chacun de ces modes est finalement déterminé sur le plan historique. La déclinaison de ces différents chapitres vise à montrer de manière plus concrète la production de la survaleur relative, disons dans ses modalités particulières. Si cette survaleur relative apparaît comme idée générale dans le chapitre 1, on découvre que des foules d'inventions et de modifications ont été nécessaires pour qu'elle puisse être produite. La difficulté des différents chapitres tient aussi à ce que si la présentation de Marx se veut chronologique, artisanat, manufacture, grande industrie, en vérité, comme on le voit, dans la suite des chapitres, ces phénomènes sont concomitants. Jamais une nouvelle façon de produire ne fait table rase du passé, mais toujours elle prend appui sur ce qui existe et ne bouleverse que progressivement l'ensemble de la production, d'abord dans un secteur et dans les branches qui en dépendent, avant de se répandre dans d'autres secteurs, régions, pays, etc. Par ailleurs, l'autre difficulté de cette section, nous le verrons, vient de ce qu'on y trouve également, en plus de l'intensification de la journée de travail, le prolongement de la journée de travail, ce qui peut apparaître comme une contradiction, mais on essaiera d'y répondre. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais attirer votre attention par rapport à cette section sur la question de la division du travail et de ses différentes modalités, qui est dans une certaine mesure une question essentielle pour Marx, mais aussi, je dirais, une question éminemment politique. La question de la division du travail traverse ici presque toute la section. Elle est bien sûr un outil, si vous voulez, théorique, dans le cadre de l'analyse de l'histoire de l'évolution du capitalisme, mais bien au-delà de sa dimension purement technique en tant qu'outil d'analyse, elle est aussi une question qui intéresse Marx à bien des égards. La division du travail, et je dirais presque, quelles qu'en soient les modalités, toujours, et j'insiste sur ce point, la division du travail est toujours chez Marx un synonyme de amputation de l'individu. C'est ça que ça veut dire, c'est une constante dans son discours, depuis au moins l'ouvrage qu'il a notamment coécrit avec Engels et qui s'intitule L'idéologie allemande. Tout au long du chapitre, Marx ne manque jamais de dire à quel point cette division du travail, que ce soit comme nous le verrons la division sociale du travail ou bien la division du travail envisagée d'un point de vue technique au sein des ateliers de manufacture ou pire encore au sein de la grande industrie, est toujours quelque chose qui déforme l'individu. Je fais une brève parenthèse. Pourquoi elle est tellement importante, puisque souvent, vous savez, la perspective d'une société communiste, c'est souvent on dit c'est l'abolition de la propriété privée. Mais la propriété privée chez Marx, si vous voulez, elle est au même titre que la division du travail, au point de départ à l'origine, si vous voulez, de la formation des classes sociales.
Ça suffit pas, la propriété privée et la division du travail, pour faire une classe sociale, mais elles en constituent les matrices. D'ailleurs, les termes sont synonymes chez Marx dans l'idéologie allemande. Propriété privée, division du travail, comme ils le disent, ça veut dire la même chose. Donc c'est pour ça qu'il insiste énormément, puisqu'elles vont être, dans leur développement, au fondement de la formation des classes sociales. Or, si on est communiste et qu'on prône l'abolition des classes sociales, on est obligé de s'occuper et de la propriété privée et de la division du travail. Je dis qu'elle est éminemment politique, mais dans un sens d'abord seulement théorique, parce que, je ne sais pas si, on y reviendra peut-être dans le débat, mais moi, une société sans division du travail, je n'arrive même pas à me l'imaginer. Donc c'est vraiment, je trouve, une question extrêmement importante et qui demande de mobiliser l'intellectuel collectif. Bon. Alors, je referme la parenthèse. Dans un premier temps, je vais présenter le déroulement de son analyse en mettant en exergue les distinctions entre les différents moments. Et dans cette première partie, je ferai une simple présentation, mais enfin, je développerai quand même certains points. Dans une seconde partie, je ferai une lecture, disons, un petit peu plus personnelle. Je mettrai en exergue certains points de la section en mettant en lumière la question des femmes et des enfants en tant que prolétaires. Et juste avant, j'expliquerai un petit peu brièvement le concept de surpopulation relative, on y reviendra. Alors, bon, j'arrête. Oui, non, si. La surpopulation relative qui fait son entrée dans la section, mais qui sera développée en tant que concept dans les sections suivantes. Donc là, cette fois-ci, je ne me suis pas plantée. Mais le concept de survaleur relative d'abord. Alors, vous allez voir, c'est très simple à comprendre, d'autant que mon camarade et ami Jean Quetil l'avait, me semble-t-il, déjà introduit la dernière fois. L'idée est assez simple. Bien que l'expression survaleur relative paraisse, faut bien le dire, assez barbare. Ce qu'il entend par survaleur relative, production de survaleur relative, a rapport avec la répartition de la journée de travail du travailleur. Autrement dit, on prend la journée de travail, les 10 heures par exemple, et on voit la répartition de ce que je vais vous expliquer. Dans le procès de travail, il y a, vous le savez, maintenant, ça a été normalement abordé, il y a deux modalités, le procès de production et le procès de valorisation. Si vous voulez, le travail toujours apparaît de manière double. C'est quoi le procès de production? C'est en dehors de toute logique de la valeur, c'est le travail, si vous voulez, envisagé dans sa dimension anthropologique. Si je veux fabriquer, si je suis cordonnier et que je travaille avec une matière qui est le cuir, pour faire des chaussures, ou si je suis tanneur, ben, il me faut ce matériau, et puis il y a des méthodes de production que je peux pas... il y a des exigences propres à la production qui sont comme ça, que je ne peux pas modifier, et qui sont propres à ce procès, et qui ont rapport avec le produit que je veux produire, si vous voulez. En revanche, le procès de valorisation, c'est que c'est propre à notre mode de production capitaliste, et c'est tout ce qui va être mis en œuvre pour extraire de la survaleur de ce procès. Donc c'est évidemment les outils, c'est la surveillance du travail, enfin, c'est un certain nombre d'éléments qui sont introduits pour valoriser le travail. Alors, ces deux, procès de valorisation, enfin procès de production, procès de valorisation, ne répondent pas aux mêmes impératifs, on vient de le voir, et peuvent même entrer en contradiction. Et puis, donc, si on prend notre journée de travail, il y a aussi donc deux composantes, le temps de travail nécessaire et le surtravail. Le temps de travail nécessaire est le temps durant lequel l'ouvrier produit l'équivalent de la valeur des marchandises dont il a besoin pour entretenir et reproduire sa vie. Bon, ouais. Le surtravail correspond au temps de travail durant lequel il travaille gratuitement pour le capitaliste et durant lequel est produite la survaleur. Vous voyez, donc la journée de travail de 10 heures, bien, sur les 10 heures, il y a un temps durant lequel l'ouvrier travaille pour lui-même, il produit des marchandises dont la valeur va correspondre aux moyens dont il a besoin pour entretenir sa vie. Le reste du temps, le surtravail, c'est le temps durant lequel il travaille gratuitement au profit du capitaliste. D'accord ? Donc,
Comme vous le voyez, la journée de travail est divisée en deux, temps de travail nécessaire et surtravail. Tout l'enjeu du capitaliste est de savoir toujours comment augmenter l'extraction de la survaleur. Donc c'est là qu'on va entrer, disons, dans cette section. Il y a deux possibilités qui s'offrent à lui, au capitaliste. Soit il prolonge la journée de travail, c'est ce que Marx appelle la production de survaleur absolue, soit il intensifie le travail. C'est ce qu'il appelle la production d'une survaleur relative. L'intensification du travail, c'est ce qu'on appelle aussi l'amélioration de la productivité du travailleur, qui s'appuiera, comme on le verra, sur des progrès techniques et une certaine organisation du travail, mais je n'entre pas dans les détails pour l'instant. Comment cela est possible? Comment le capitaliste peut augmenter la survaleur sans prolonger la journée de travail, hein? La journée de travail, elle reste fixe de 10 heures. Bon. Comment il peut, sur ces 10 heures, tirer plus de survaleur? Tout se joue ici sur la répartition du temps de travail nécessaire et du surtravail. Si vous arrivez à diminuer, en gardant toujours cette journée de 10 heures, si vous arrivez à diminuer le temps que l'ouvrier consacre au travail nécessaire, alors automatiquement, vous augmentez le temps de surtravail et avec lui, la production de la survaleur. Alors pour illustrer cela, je vais vous prendre un exemple contemporain pour vous montrer que, bon, j'ai envie de dire, c'est toujours d'actualité, la pensée de Marx. Vous connaissez sans doute cette excellente émission, enfin que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Cache Investigation. Et dans l'une d'entre elles, il y en a une qui est consacrée à des caissières de supermarchés. Et donc, si vous voulez, le directeur du supermarché, il est tout content de montrer des nouvelles caisses, vous voyez, pour les caissières qui ont été installées. Donc, ça constitue un progrès. Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce progrès? Ben, au lieu qu'il y ait un seul laser, si vous voulez, pour faire passer les produits, vous savez, le laser qui permet d'identifier le code barre de la marchandise, et qui oblige la caissière à faire moult gestes avec le produit avant que le laser ne se décide à identifier la marchandise. Bon, ben, scène bien habituelle de nos supermarchés, hein. Eh bien, cette technique nouvelle multiplie le nombre de lasers et permet d'identifier le code barre plus rapidement et évite ainsi à la caissière des gestes inutiles. Hein, il y en a sur 3 niveaux. Bon, donc, pour ma part, je regarde la scène et je suis au départ assez heureuse. Je me réjouis en fait pour la caissière, puisque elle porte énormément de poids toute la journée et donc ça peut créer des problèmes de santé. Puis après, je réfléchis, je me dis mais enfin, je suis bête. C'est pas du tout pour la caissière que le directeur de l'entreprise fait ça. C'est pour diminuer le temps de travail nécessaire et améliorer sa productivité. Puisque avec ce système, elle va faire passer beaucoup plus de marchandises dans un même laps de temps qu'avec l'ancien système, et ainsi elle diminue le temps de travail nécessaire, autrement dit le temps durant lequel elle travaille pour elle, et elle augmente le temps consacré au surtravail, autrement dit le temps de la production de la survaleur. Par ailleurs, donc, ça c'est la deuxième idée, si vous voulez, dans cette présentation générale de son concept de survaleur relative. Par ailleurs, cette amélioration de la productivité du travail, ou cette intensification du travail, participe à faire baisser la valeur de la force de travail. Bon. Voilà, c'est pas simplement le temps de travail nécessaire qui diminue, ça va aussi entraîner une baisse de la valeur d'échange de la force de travail. Et à cet égard, je fais une nouvelle fois une petite incise, une petite parenthèse, pour vous dire que Marx n'ignore pas que des capitalistes puissent chercher à arnaquer les ouvriers en les payant moins. Mais ce n'est pas le chemin que prend ici Marx dans son analyse. Il cherche vraiment à comprendre cette logique de l'échange. Il part du principe que si le salaire de l'ouvrier est conduit à baisser, c'est qu'il y a une raison qui n'est pas forcément due à une entourloupe du capitaliste, mais bien à la logique intrinsèque du développement capitaliste. Hein, je le cite, il se peut, hein, pour expliquer cette baisse du salaire, due à l'amélioration de la productivité. Il dit, il se peut certes que le capitaliste paie aux travailleurs 4 shillings seulement au lieu de 5, ou encore moins, cependant,
Ce résultat ne serait atteint que par une réduction du salaire du travailleur au-dessous de la valeur de sa force de travail. Malgré le rôle important que joue cette méthode dans le mouvement réel du salaire, elle est ici exclue par notre hypothèse que les marchandises, donc aussi la force de travail, qui est aussi une marchandise, sont achetées et vendues à leur entière valeur. Donc, dans le cas de son hypothèse, cette option est exclue. Donc il va aller chercher dans la logique propre du capital, ce qui peut expliquer objectivement la baisse de la valeur de la force de travail. Dans ce cas, comment le capitaliste parvient à faire baisser la valeur de la force de travail? Il y parvient lorsque l'intensification du travail, l'évolution du progrès technique, touche des secteurs qui produisent des marchandises dont l'ouvrier a besoin pour entretenir et reproduire sa vie. C'est comme ça en fait que le salaire baisse. Je vous prends un exemple simple, et je vous prends même deux exemples. Les tissus qui permettent de produire les vêtements de base dont nous avons besoin. Si la productivité s'améliore dans ce secteur, autrement dit, si on peut produire plus de t-shirts par exemple en moins de temps qu'il ne le fallait auparavant, alors le prix du t-shirt à l'unité baisse. Or, la valeur de cette marchandise qui permet de se vêtir est comptée comme partie aliquote dans la valeur de la force de travail. Elle sera alors déduite de ce qui reviendra dans la poche de l'ouvrier. Je vais faire encore là un petit pont vers l'actualité, vers notre monde contemporain. Je viens vous prendre l'exemple des vêtements. Si vous ne comprenez pas d'ailleurs, vous pouvez m'arrêter à la limite, on vous poserai des questions. Il faudrait aussi, tout aussi bien, parler de la nourriture. J'ai envie de prendre cet exemple parce que je le trouve important et qu'il a aussi une dimension, je trouve, politique. Vous savez comme moi, et je vais parler de la nourriture, vous savez comme moi aussi le mépris à l'égard de cette fraction de la classe ouvrière qui va faire ses courses dans des supermarchés tels que Lidl ou Aldi et j'en passe. Vous connaissez, tout comme moi, la panoplie des discours qui nous disent « mais ces gens qui vont faire leurs courses dans ces supermarchés n'ont rien compris, notamment au bio et j'en passe ». Vous voyez là, en tout cas je l'espère, qu'il y a un lien entre la production des denrées nécessaires à l'entretien de la vie et bien sûr la valeur d'échange de ces biens et la valeur d'échange de la force de travail. Ces supermarchés, où les denrées de première nécessité sont très peu chères, sont certes dues à des améliorations de la productivité du secteur qui les produit, mais elles sont spécialement produites à ce prix et dans ces conditions, dans les conditions que vous connaissez, c'est-à-dire très mauvaises, pour pouvoir justifier in fine, en tout cas ça a rapport avec une baisse ou une non-augmentation des salaires. Autrement dit, ces supermarchés existent bien pour ceux et celles dont la valeur d'échange de la force de travail est basse. La fraction des ouvriers qui font leurs courses dans ces supermarchés ne le font pas par plaisir, parce qu'ils seraient moins intelligents que d'autres, mais parce qu'ils sont tenus par les fils du salaire, qui les contraint à entretenir leur vie avec ce type de produits. Donc il y a un lien entre le prix des denrées qui sont nécessaires à l'entretien de la vie et la valeur des forces de travail. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont forcément contre le bio qu'ils se nourrissent pas bio. Bon, alors, on poursuit. Donc maintenant, on va entrer dans les modalités spécifiques du développement de la production capitaliste et plus particulièrement, évidemment, aujourd'hui, la production de la survaleur relative. Bon, Marx commence par la question de la coopération. Il entend par là, je le cite, « La production capitaliste ne commence en fait que là où le même capital individuel emploie simultanément un nombre relativement important d'ouvriers, là où en conséquence le procès de travail prend de l'ampleur et fournit des produits quantitativement à une plus grande échelle. Qu'un nombre important d'ouvriers travaillent dans le même temps, dans le même espace, ou si on veut dans le même champ de travail, à la production de la même sorte de marchandises sous le commandement du même capitaliste, voilà ce qui constitue le point de départ tant historique que conceptuel de la production capitaliste. Fin de citation. Donc déjà ici, par ce rassemblement de travailleurs, de moyens de travail, de matières premières, il y a un certain nombre d'économies qui sont réalisées
par, le capitalisme. Donc, outre les moyens de production qui commencent à se concentrer, Marx insiste sur la force de frappe, et ça va être un de ses arguments, si vous voulez, sur la force de frappe des travailleurs rassemblés. Autrement dit, ce qu'il veut dire, c'est qu'en rassemblant un nombre important de travailleurs, la masse des travailleurs décuple la simple force de travail prise isolément. Il veut dire par là deux choses. Du côté du procès de travail, vous améliorez la productivité. Je vous donne un exemple. Vous faites un déménagement seul et vous devez porter un frigo. Je vous souhaite bonne chance. Vous êtes 2, ça va un peu mieux, mais ça reste lourd. Vous êtes plusieurs, vous ne sentez presque plus le poids. Du côté maintenant du procès de valorisation, le capitaliste, donc qu'est-ce qu'il veut dire par là dans le procès de valorisation? Le capitaliste, vous le voyez, il paie les forces de travail individuellement. Chacun reçoit, voilà. Sauf que quand vous les rassemblez et que vous les unifiez, vous décuplez la force. C'est pas juste, enfin, les forces de travail rassemblées ont une force de frappe supplémentaire. Pas juste des travailleurs isolés dont vous pourriez faire la somme in fine. Et il dit que cette valeur collective de la force de travail, elle n'est pas payée. Elle est donnée gratuitement aux capitalistes. Hein. Voilà encore une des niches par lesquelles le capitaliste participe à réaliser de la survaleur, puisqu'en décuplant la force de travail, le temps de travail nécessaire est réduit, hein, est diminué. Cette force de frappe est notamment ce qu'il appelle le travailleur combiné ou le travailleur global. Nous y reviendrons. Alors, donc, maintenant, on va essayer de comprendre comment va se dérouler cette arrivée de la manufacture, puisque voilà, il y consacre un certain temps. Donc, sur un plan technique d'abord. Alors, bon, il y a eu, vous le savez, l'histoire du capitalisme, c'est un arrachement des paysans à leurs terres, hein, qui va créer une masse d'hommes et de femmes qui n'ont plus que leur force de travail à vendre. Et ça va d'abord être les manufactures de tissage et de filage qui vont se développer en dehors des villes dans un premier temps. Bon, l'amélioration de la productivité d'une part et la baisse du prix de certaines marchandises d'autre part vont, enfin si vous voulez, le développement du capitalisme, grosso modo, va amener certains artisans à se faire embaucher au départ partiellement par les manufactures. Ils vont devoir aller se chercher des compléments de revenus avant de se prolétariser tout à fait. Donc au départ, la manufacture, c'est un atelier, grosso modo, en plus grand d'un artisan. Ce sont d'abord des ouvriers qualifiés, d'anciens artisans ou artisans en voie de prolétarisation. Ils arrivent, même certains avec leurs outils, mais surtout, les artisans, ils arrivent avec un savoir-faire, c'est pas négligeable, et un certain niveau de qualification. Ça compte dans la valeur d'échange de leur force de travail. Or, au sein de la manufacture, ils vont être amenés à se spécialiser. Au départ, donc c'est ça qui va devenir progressivement le travailleur partiel. Au départ, un artisan, un fabricant de montres par exemple, est capable de fabriquer une montre entièrement, du début à la fin, si vous voulez. Il maîtrise tous les rouages de la fabrication et il s'est longtemps formé pour acquérir cette maîtrise. Lorsqu'il arrive dans la manufacture, le travail est divisé. Il ne va plus à lui seul fabriquer toute la montre. Il va désormais participer seulement à la fabrication d'une partie. Ce faisant, il commence à perdre son ancien savoir-faire, fabriquer une montre dans sa totalité, pour se spécialiser de plus en plus uniquement dans la fabrication d'une partie de la montre. Cela déjà distingue la manufacture de l'ancien mode de production. Le travailleur ne fabrique plus une marchandise, mais plusieurs travailleurs participent à la fabrication d'une marchandise et ne participent qu'à produire une partie seulement de celle-ci. À force de spécialisation, l'ancien artisan dévalorise la valeur de sa force de travail. S'il était un maître auparavant doué d'un savoir général sur la fabrication d'une montre, désormais, s'étant spécialisé seulement dans une partie du produit fini, il se partialise, il devient ce que Marx appelle un travailleur partiel, amputé par la division du travail d'une partie de son savoir et de son savoir-faire, et partant d'une partie de la valeur d'échange de sa force de travail. Je cite brièvement, le tailleur, le serrurier, le fabricant de baudriers, etc., qui ne sont occupés qu'à faire des voitures, perdent aussi peu à peu et l'habitude
et la capacité d'exercer leur ancien métier dans toute son extension possible. » Fin de citation. Mais pourquoi à ce stade on en reste encore au niveau de la manufacture? Parce que la production, à ce stade, si vous voulez, elle dépend encore de l'habileté des travailleurs et de leur développement musculaire. Et le développement musculaire est vraiment à prendre au sens littéral. Il y a besoin de la force, il y a des choses qu'il faut soulever, pousser. On a besoin d'un développement musculaire. C'est vraiment le corps humain ici joue encore un rôle extrêmement important. Donc, ça implique qu'on a encore besoin de travailleurs qualifiés, même s'ils se partialisent. D'autre part, ce type de division technique du travail implique encore que la marchandise qu'on est en train de produire passe d'une main à l'autre. C'est les problèmes techniques que rencontre la manufacture, si vous voulez, puisque le travail, si vous voulez, en fonction des anciennes spécialités, il est en train de se spécialiser dans différents ateliers au sein de la manufacture, mais la partie de la marchandise, elle doit encore passer d'une main à l'autre. Une fois que l'un il a travaillé une partie, il faut la ramener à l'autre qui est spécialisé dans tel domaine, qui va la travailler dans un autre sens. Donc tout ça, ça pose des problèmes dans le cadre du développement de la manufacture. Et ça constitue évidemment une perte de temps aux yeux du capitaliste et une entrave ici sur le plan technique. Néanmoins, ce rassemblement de travailleurs participant à la fabrication d'une même marchandise entre déjà dans une forme de rationalisation de la production. Leur combinaison, leur répartition entre les différentes tâches à effectuer, le nombre strict de travailleurs nécessaires à chaque tâche et le rythme de travail imposé par le capitaliste impliquent qu'il commence à participer d'un mécanisme global. Je cite, « L'habitude d'une fonction unilatérale le transforme, le travailleur, en organe de celle-ci, agissant avec une sûreté naturelle, tandis que la connexion du mécanisme global le contraint à fonctionner avec la régularité d'une pièce de machine. Étant donné que les différentes fonctions du travailleur global sont plus ou moins complexes, plus ou moins rudimentaires, ces organes, les forces de travail individuelles, requièrent des degrés de formation très différents et possèdent de ce fait des valeurs très différentes. La manufacture développe ainsi une hiérarchie des forces de travail à laquelle correspond une échelle des salaires. » Fin de citation. Ainsi, la parcellisation du travail, le développement de cette division technique du travail, le capitaliste met en place des activités va développer, si vous voulez, des types d'activités au sein de la manufacture, à côté des travailleurs qualifiés, des gens qui en fait ne vont plus du tout avoir besoin de qualification. De cette manière apparaissent deux catégories de travailleurs, les qualifiés et les non qualifiés. Pour les premiers, donc quel rapport vous allez nous dire avec la survaleur relative? On y vient. Pour les premiers, nous l'avons vu, les anciens artisans, la valeur de leur force de travail baisse en raison de leur plus grande spécialisation. Ils sont en train de devenir des travailleurs partiels. Pour les autres, les non qualifiés, on n'a plus besoin de tenir compte du temps de formation dans la valeur d'échange de leur force de travail, cette dernière ayant disparu. C'est donc bien le temps du travail nécessaire à la formation de ces travailleurs qui a baissé et le surtravail qui s'est agrandi. Je fais une parenthèse. Quand on compte la valeur d'échange de la force de travail, vous savez qu'on vous dit toujours c'est la valeur des biens qui sont nécessaires à l'entretien et à la reproduction de la vie. Sachez que dans ce calcul, on prend en compte le temps de formation. Donc c'est pour ça que du coup, quand les anciens artisans ils perdent de leur savoir-faire et de leur qualification, ça, on estime que pour les former, ces individus, dans le temps, il y aura besoin de moins de temps de formation. Et évidemment, pour ceux qui sont complètement disqualifiés, qui n'ont plus de qualification, forcément, ils vont coûter moins cher. Donc c'est pour ça. Dans les deux cas, les salaires baissent, la survaleur augmente. À cet égard, je vous donne simplement la citation suivante, j'ai envie de dire, par pur plaisir, juste pour vous attirer votre attention sur l'insistance de Marx sur la question de la division du travail et sur ce qu'elle fait aux individus. Je cite, « Elle fait la division du travail, et surtout celle-là, elle fait du travailleur un infirme et une monstruosité en cultivant, comme dans une serre, son savoir-faire de détail, tout en étouffant un monde de pulsions et de talents productifs, un peu comme dans les États de la Plata, on abat une bête entière uniquement pour faire main basse sur sa peau et sa graisse. Non seulement les divers travaux partiels sont répartis entre différents individus, mais l'individu lui-même est divisé, transformé en mécanisme autonomique d'un travailleur partiel. »
Voilà, c'est vous dire vraiment toute la dimension analytique, mais surtout politique, de ce que inflige la division du travail aux individus qui sont ici littéralement sacrifiés en tant qu'individus. Voilà, hein, bon. Alors par ailleurs, tout le savoir et le savoir-faire qui est à l'origine la possession des artisans, notamment, ce savoir et ce savoir-faire se transfère, et ça aussi c'est vraiment une question importante, au capital. Autrement dit, cette nouvelle division du travail implique que le savoir et le savoir-faire, qui étaient détenus par un type de travailleur, il est transféré au capital. Hein. C'est ce dernier maintenant qui apparaît comme possédant ces capacités en tant qu'il les rassemble et organise de nombreux travailleurs avec des moyens de travail qui sont les siens, qu'il possède. Il y a, autrement dit, si vous voulez, un transfert de savoir et de savoir-faire vers le capital, hein, qui implique qu'in fine, ce savoir et ce savoir-faire apparaissent comme ceux-là même du capital, pendant précisément qu'on est en train d'abrutir une masse d'individus en les amputant de nombreux talents, comme nous venons de le voir. Donc voilà, je vous cite Marx à ce propos: ce que les travailleurs partiels perdent, c'est bien une perte, se concentrent face à eux dans le capital. L'un des produits de la division manufacturière du travail est de leur opposer les potentialités spirituelles du procès matériel de production comme une propriété d'autrui et un pouvoir qui les domine. C'est pas juste de la matière, hein, il dit potentialité spirituelle du procès matériel de production. C'est aussi leur esprit, leur talent, tout ce qu'ils possèdent en eux qui est transféré dans le capital, qui n'est jamais que leur produit du travail objectivé, qui n'est jamais que du travailleur mort. Hein. Après les avoir, eux, abrutis, dépossédés aussi de leur savoir. Bon, je passe. Bien, alors, avant de passer à la suite de notre analyse, Marx, voilà, il peut pas s'empêcher de revenir des fois à l'Antiquité. Voilà, je vais vous faire une petite parenthèse. Pourquoi il fait ça? Vous voyez, dans la section, à un moment donné, il nous parle des auteurs de l'Antiquité, à 2 reprises au moins. Il parle d'Aristote et puis il parle de d'autres auteurs, je me souviens plus les noms là exactement. Il y a 2 choses qu'il dit. Bon, vous savez pourquoi il fait ça, hein. Il fait ça parce que son but à lui, c'est toujours de montrer que notre façon de penser est déterminée sur le plan historique, et que ce qui nous paraît comme une évidence, eh ben, ça l'était pas pour les penseurs de l'Antiquité. Donc, dans un premier temps, il les cite par rapport à l'existence des centres urbains qui existaient également dans l'Antiquité, qui évidemment, qui dit centre urbain, dit division développée du travail. Bon. Et il dit, il cite certains penseurs qui saluent les talents culinaires de certains chefs cuisiniers qui se sont spécialisés dans le domaine de la cuisine en raison du développement de la division du travail. Et il dit, vous voyez, les penseurs de l'Antiquité, ils saluent pas la quantité de la production. Hein, il salue la dimension qualitative de ce qu'elle permet. Hein, c'est vraiment la valeur d'usage. La valeur d'usage, pas la valeur d'échange, pas le fait qu'aujourd'hui, vous savez, pas aujourd'hui, nous, dans notre société, quand un bouquin se vend à des millions d'exemplaires, c'est la quantité qu'on salue, c'est pas la qualité. Bon, ben lui, il dit, voilà, c'est la qualité que ces penseurs saluaient, la qualité de s'aimer. Et dans un autre moment, mais peut-être j'y reviendrai un peu quand on parlera de la machinerie ou dans le débat, il parlera de la question des machines. C'est un moment aussi très important, enfin, un moment intéressant, pas forcément important, mais intéressant, parce que il rappelle Aristote qui dit, oh là là, si on pouvait avoir des machines qui feraient tel ou tel travail, on n'aurait plus besoin d'embaucher des esclaves, et puis on pourrait se passer des serviteurs, c'est formidable. Et alors, Marx, il dit, mon Dieu, si ces penseurs savaient ce qu'on a fait de la machinerie, voilà, ils s'en retourneraient dans leur tombe. Autrement dit, il dit, oui, effectivement, et par là, il faut aussi contrer le discours des libéraux qui n'arrêtent pas de dire la machine, c'est formidable, c'est un progrès technique. Il dit, oui, évidemment, c'est un progrès technique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on utilise la machine pour asservir l'être humain. Je veux dire, donc c'est complètement aberrant, et on l'a jamais autant asservi que par ce fameux progrès technique. Bien. Alors, je referme la parenthèse. Donc, au bout d'un certain niveau de développement, la manufacture s'avère un type d'organisation du travail qui ne suffit plus au développement du capitalisme. Sa base reste trop étroite, elle est trop dépendante de la force de travail humaine,
Donc évidemment, trop dépendant de la force de travail humain, c'est pas uniquement sur des questions d'ordre technique. Ça veut dire que les grèves peuvent avoir un poids dans la lutte des classes. Elle a encore besoin de travailleurs qualifiés et ne peut guère augmenter ses capacités de production parce qu'elle est limitée par la constitution du travail humain. C'est pour ça qu'il dit que sa base, elle reste subjective par rapport à ce qu'on va voir à la grande machinerie. C'est le niveau de la production ne peut pas dépasser les limites du corps humain, d'accord, qui évidemment lui est limité. Donc je cite, dans la manufacture, le point de départ du bouleversement du mode de production, c'est la force de travail. Dans la grande industrie, c'est le moyen de travail. Ce qui veut dire par là, c'est que dans la manufacture, le capital s'appuie encore sur le travailleur, sur ses qualifications, son savoir-faire. Dans la manufacture, c'est encore le travailleur qui reste dans une certaine mesure le sujet de son travail, même s'il est incorporé par un capital. Et dans ces conditions, le capital dépend de ces dimensions subjectives qui, je vous l'ai dit, jouent un rôle dans la lutte des classes, puisque les travailleurs sont en fait plus outillés pour se défendre face aux capitalistes. En revanche, lorsqu'on passe à la grande industrie, c'est le moyen de travail, ce que Marx va nommer l'automate, qui va en quelque sorte être le sujet de l'action. Le travailleur qui actionnera la machinerie, et au bout d'un moment il sera même plus force d'actionnement, sera réduit à devenir un simple appendice de cette grande machinerie. Grosso modo, si vous voulez, l'amélioration de ce que Marx appelle la machine-outil, donc là on est en train de passer à la grande industrie, la machine-outil c'est celle qui accomplit le travail central, si vous voulez, dans la fabrication d'une marchandise, donc la machine-outil va bien sûr surpasser les limitations du corps humain. Elle va pouvoir broyer, moudre, coudre à une vitesse et avec une portée qui dépasse de loin les forces du corps humain. Néanmoins, tant que la deuxième machine à vapeur n'est pas inventée, il manque la force motrice. Ainsi, la production reste encore dépendante de la force d'actionnement du vent, de l'eau ou encore de l'animal. Marx rappelle l'expression de cheval vapeur et qui expliquait aussi pourquoi au départ les entreprises étaient plutôt du côté à la campagne puisqu'elles étaient dépendantes des cours d'eau notamment qui constituaient des forces d'actionnement. Dès lors que cette deuxième machine à vapeur est fabriquée, elle va considérablement augmenter les capacités de la production à des niveaux encore jamais égalés. Elle va de surcroît rendre les capitalistes indépendants des campagnes où ils s'installaient, puisqu'ils étaient, je viens de vous le dire, dépendants des cours d'eau, pour aller se concentrer désormais dans les villes. La capacité de production devenant inégalée, il va sans dire que le temps de travail nécessaire baisse de manière importante, que le travail s'intensifie, que le travailleur n'est plus simplement parcellisé, mais qu'il est désormais réduit à n'être plus qu'un simple appendice d'un automate géant, que la reconnaissance des qualifications s'effondre, puisque le travail a été considérablement simplifié, et qu'il ne requiert plus de qualifications, que la force musculaire des salariés de sexe masculin, qui constituait un argument de la classe ouvrière, n'est plus un argument. Il existe désormais des machines qui rendent cette force musculaire absolument superflue. Ainsi, nous dit Marx, je cite, « c'est comme système articulé de machines de travail qui ne reçoivent leur mouvement que d'un automate central par l'entremise de la machinerie de transmission que l'exploitation mécanisée a sa configuration la plus développée. La machine isolée y a fait place à un monstre mécanique dont le corps emplit des corps de bâtiments entiers de la fabrique et dont la force démoniaque, un temps dissimulée par le mouvement précis et presque solennel de ses gigantesques membres, éclate dans la folle et fébrile sarabande de ses innombrables organes de travail proprement dit. » Fin de citation. Bien, alors, j'en ai un petit peu fini avec la dimension, disons vraiment technique de la division du travail. Je vais simplement éclairer un point qui peut paraître problématique dans la section. Et puis après, je vais vous dire ce qu'on va faire. Le point technique qui peut paraître un petit peu contradictoire, c'est qu'à un moment donné, vous savez, dans cette section, normalement, elle est fondée sur la production de la survaleur relative. Qui dit survaleur relative dit qu'on garde la journée de 10 heures. Il n'y a pas d'augmentation, prolongation de la journée de travail. C'est le travail nécessaire, la durée du temps de travail nécessaire qui est réduite. C'est ça qu'on raccourcit. C'est pas la journée de travail qu'on rallonge. Or, il y a un moment donné où il nous dit, oui, mais le capitaliste, il cherche à prolonger la journée de travail. On nous dit, mais attends, ça c'est la survaleur absolue, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, et en fait, pourquoi? Il dit que c'est une contradiction qui est propre
aux capitalistes. Alors, pour essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, malgré le progrès technique, le capitaliste peut quand même chercher à prolonger la journée de travail, ben c'est parce que, avec l'arrivée, et ça, c'est ce qu'on va développer, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite, avec l'arrivée du progrès technique, ça c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans notre société, il y a des ouvriers qui sont mis à la porte. Puisque maintenant, avec 2 ouvriers, vous êtes capable de produire ce qu'on ne pouvait produire qu'avec 24 à un moment donné. D'accord? Donc, les 22, ils ont été mis à la porte, ils ont été mis au chômage. Bon. Le problème, c'est que, quelle que soit la manière dont se tortille le capitaliste, il ne peut pas, sur 2 ouvriers, admettons que la journée de travail soit de 12 heures, sur les 24 heures, il peut pas... il est limité en termes d'extraction de survaleur. Je développe un petit peu. Si vous prenez 24 ouvriers qu'il avait au départ, et admettons que sur ces 12 heures de travail, il n'y avait qu'une seule heure de surtravail. D'accord? Une seule heure au profit du capitaliste. Et bien vous avez quand même, à la fin, ça vous fait 24 heures. Vous voyez, 24 ouvriers, chacun 1 heure de surtravail, ça fait 24 heures de surtravail. Donc, 24 heures durant lesquelles vous produisez de la survaleur. Si les 22 ouvriers, vous les avez mis à la porte, ok, vous avez fait des économies, ok, vous avez intensifié le travail et réduit le temps de travail nécessaire, mais vous pouvez vous tortiller dans tous les sens, vous n'allez pas pouvoir les extraire, ces 24 heures de survaleur. D'accord, de surtravail. Donc du coup, c'est pour ça que d'un côté, il est quand même obligé de faire appel au progrès technique. Pourquoi? Parce que le progrès technique, ça crée une logique de concurrence entre les différents capitalistes qui permet de faire baisser la valeur d'échange de la marchandise, celle qui est mise sur le marché, ça fait baisser les prix, on produit plus, donc à l'unité, ça finit par moins coûter. Donc il y est contraint, et ça permet de faire baisser le travail nécessaire, donc augmentation de la survaleur relative, mais d'un autre côté, il est coincé parce que les autres ouvriers, il a dû les virer, et du coup, il a moins d'ouvriers pour produire de la survaleur. Parce que quoi qu'il fasse, le capitaliste, la survaleur, c'est bien sur le dos du travail gratuit de l'ouvrier qu'il l'attire. Donc, il est pris par une contradiction qui le pousse à vouloir aussi, malgré tout, malgré le progrès technique, à prolonger la journée de travail. Enfin, voilà, c'est ça la contradiction dans laquelle est pris le capitaliste. Maintenant, on pourra reprendre l'explication si vous le souhaitez dans le cadre du débat. Voilà, bon. Alors, maintenant, je vais pas aborder, j'ai envie de dire techniquement, le concept de la surpopulation relative, mais je vais y introduire, puisque dans cette section, Marx parle des fluctuations, puisque je viens de vous le dire, le progrès technique, ça va mettre des travailleurs dehors. Donc je vais vous introduire à cette question, et c'est normalement mon camarade qui est chargé d'animer la section suivante, bon, il fera ce qu'il veut, mais enfin, qui devrait vous introduire au concept. Alors, dans le livre 1 du Capital, alors je tiens à cette partie aussi pour mettre en lumière sur le plan à la fois théorique, mais aussi politique, le caractère composite de ce qu'on appelle la classe ouvrière. Hein, vous savez, il y a la façon dont on conçoit la classe ouvrière est un petit peu problématique, puisque on est prisonnier des catégories socio-professionnelles de l'INSEE. Vous savez, l'INSEE nous dit ouvrier, employé. Bon, chez Marx, ouvrier, c'est beaucoup plus large que ce que l'INSEE appelle ouvrier. Hein, c'est ouvrier, la classe ouvrière chez Marx, c'est pas une catégorie, ça se réduit pas à une catégorie socio-professionnelle. Donc dans mon développement, je voudrais mettre en lumière et attirer votre attention sur toutes les composantes et les couches sociales, les secteurs économiques qui composent ce que Marx appelle la classe ouvrière, qui est beaucoup plus large que ce à quoi on peut la réduire de nos jours. D'accord? Bon. Alors, dans le livre, dans cette section en tout cas, la classe ouvrière apparaît comme un vaste ensemble composite. Les travailleurs sont répartis selon différents secteurs. Marx distingue entre autres les travailleurs à domicile. Vous savez que cette section parle énormément des pauvres travailleurs à domicile, hein, qui vont être réduits dans un état lamentable. Les salariés agricoles, les travailleurs des manufactures, les ouvriers des fabriques. Au sein de ces différents secteurs, les travailleurs sont répartis selon différentes catégories. Les catégories de sexe, d'âge et de qualification. J'y reviendrai dans notre seconde partie. Ces différentes
catégories de travailleurs, en fonction des secteurs dont ils relèvent, sont répertoriés au sein de différentes couches au sein de la classe ouvrière, hiérarchisées entre elles, en raison des niveaux de qualification, des niveaux de ce que nous on appelle les salaires. Marx distingue par exemple les sous-officiers d'industrie du cheap labor, hein, des travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, enfin qui sont très très mal payés. La classe ouvrière telle qu'elle apparaît dans le capital est donc loin de constituer un tout homogène. En fonction des mouvements du capital, des changements intervenant au sein de la division du travail, mais aussi de la lutte des classes entre ouvriers et capitalistes, les membres de la classe ouvrière sont constamment poussés vers de nouveaux secteurs de production puis retirés. Dans le livre du Capital, donc Marx procède à une reprise de la classe ouvrière au sujet de laquelle il acquiert des connaissances notamment empiriques très importantes. Cette connaissance très approfondie de la division du travail et des différentes composantes de la classe ouvrière le conduit à repenser les notions de misère et de pauvreté, bon ça c'est pas là-dessus que je voulais en venir. Le développement de l'analyse de Marx conduit à montrer que l'ensemble des ouvriers n'occupent pas tous et toutes des places similaires. En fonction des secteurs dans lesquels ils sont répartis et des catégories dont ils relèvent, les ouvriers se rapportent à différentes couches de la classe ouvrière. Cette répartition, en fonction des mouvements d'attraction et de répulsion du capital, constitue à la fois une division sociale au sein de la classe ouvrière, mais elle est également, on l'a vu, une division technique du travail au sein des mêmes fabriques modernes, pour reprendre cet exemple. Ces différentes répartitions des membres de la classe ouvrière ont pour conséquence des disparités en termes de salaire et donc des disparités en termes de conditions de vie et de travail pour les différents ouvriers et ouvrières. Donc, je cite Marx, outre les ouvriers de fabrique, les ouvriers de manufacture et les ouvriers artisans le capital concentre en grande masse dans un même espace, qu'il commande directement, le capital met en mouvement, par des fils invisibles, une autre armée de travailleurs à domicile dispersés dans les grandes villes et en race campagne. Fin de citation. Les travailleurs à domicile qu'évoque Marx ici font partie des couches les plus dominées de la classe ouvrière. Plus le mode de production capitaliste se développe, plus se développe l'organisation rationnelle du travailleur au sein des fabriques modernes qui succèdent progressivement aux manufactures. Ces mouvements qui concernent le travail agricole, le travail à domicile, l'artisanat, les manufactures et les fabriques modernes ne se succèdent pas l'un après l'autre. Ces mouvements se font de façon progressive, de sorte que cohabitent, je vous l'ai dit en introduction, différents secteurs, mais aussi différents types de division du travail au niveau technique. Ce n'est que progressivement que la fabrique moderne supplantera les anciennes divisions du travail qui ont cours dans le travail à domicile et la manufacture. Je cite, le groupe articulé de la manufacture est remplacé par le lien qui unit l'ouvrier principal et quelques auxiliaires. La séparation essentielle s'effectue entre les ouvriers qui sont vraiment employés aux machines-outils et les simples manœuvres qui assistent ces ouvriers employés aux machines. Compte plus ou moins parmi les manœuvres tous les feeders qui fournissent simplement aux machines le matériau de travail. Fin de citation. Une fois que la division du travail au sein de la fabrique moderne atteint son niveau maximal, l'organisation du travail entre les différents ouvriers est comparée à Marx à celle d'une armée. Les travailleurs sont répartis en fonction d'une division technique du travail, une division catégorielle. Je cite, la subordination technique de l'ouvrier au fonctionnement uniforme du moyen de travail, l'automate, et la composition particulière du corps de travail, fondée sur des individus des deux sexes, et j'insiste là-dessus, et d'âges très différents, crée, je cite Marx, c'est pas moi qui le dis, crée une véritable discipline militaire qui devient le régime général de la fabrique et achève le développement de ce travail de surveillance dont nous avons parlé, achève en même temps la division des ouvriers en travailleurs manuels et en surveillants du travail, en fantassins communs et en sous-officiers d'industrie. Fin de citation. Cette organisation en cours du monde du travail produit différentes couches sociales au sein de la classe ouvrière. Ces couches sociales ne connaissent pas nécessairement le même mode de vie, je vous l'ai déjà dit. La durée des conditions de travail ainsi que celle des salaires auxquels peuvent prétendre certaines catégories d'ouvriers conduisent à former des couches supérieures de travailleurs ouvriers et des couches de travailleurs très dominées. Parmi les couches supérieures de travailleurs, Marx distingue les sous-officiers d'industrie. Ils sont une catégorie de travailleurs très qualifiés, comme les ingénieurs par exemple. Contrairement aux statistiques fournies par l'industrie, Marx inclut ces derniers dans la classe ouvrière, même s'il considère qu'ils ne représentent qu'une infime partie du prolétariat. Donc, vous voyez, ça peut paraître surprenant, mais pour Marx, les ingénieurs étaient des ouvriers comme les autres. À côté de ces classes principales, prend place un personnel numériquement insignifiant,
chargés du contrôle de l'ensemble de la machinerie et de sa réparation constante, ingénieurs, mécaniciens, menuisiers, etc. C'est une classe supérieure d'ouvriers ayant les uns une formation scientifique, les autres une formation artisanale, et ils se situent hors du cercle des ouvriers de fabrique auxquels ils ne sont qu'agrégés. Cette division du travail est purement technique. Fin de citation. Et d'ailleurs, en note de bas de page, bon, malheureusement, je l'ai avec moi, il en veut aux différentes statistiques. Il dit, je crois que c'est celle du Parlement anglais qui les prend en compte comme ouvriers de fabrique et celle de l'économie politique qui les exclut. Bon, je ne sais plus exactement laquelle, et il leur fait le reproche d'exclure les ingénieurs, enfin cette catégorie de travailleurs, de la classe ouvrière. D'accord ? Bon. Parmi les couches de travailleurs très dominées, se retrouvent de nombreux secteurs ainsi que de nombreuses catégories de travailleurs. Les femmes et les enfants et les ouvriers non qualifiés font partie de ce que les Anglais, que cite Marx, nomment le cheap labor, c'est-à-dire les travailleurs pauvres en fait. Donc, je cite, « Contrairement à la période de la manufacture, le plan de la division du travail se fonde maintenant, partout où c'est possible, sur l'utilisation du travail des femmes, du travail des enfants de tous les âges, du travail des ouvriers sans qualification, bref, sur le cheap labor, sur le travail bon marché, comme disent les Anglais, de façon caractéristique. » Fin de citation. Mais la division catégorielle n'est pas le seul facteur permettant d'expliquer l'existence des couches dominées du travailleur. Les couches de travailleurs dominés s'expliquent également en fonction de l'évolution des différents secteurs. L'accélération de la division du travail au sein des manufactures, qui conduit à l'arrivée de la fabrique moderne, durcit très fortement les conditions de travail à domicile, parce que ça s'accélère si vous voulez. Les ouvriers qui se trouvent dans ce secteur sont parmi les couches les plus dominées de la classe ouvrière. Ce sont dans ces couches sociales en particulier que sont concentrent les pires conditions de vie et de travail du prolétariat. Je cite, ces manufactures laissèrent subsister à leur côté, parce que si vous voulez, les travailleurs à domicile souvent bossaient pour les manufactures, laissèrent subsister à leur côté la large base des exploitations dispersées de l'artisanat et du travail à domicile. L'importante production de survaleur dans ces branches de travail, ainsi que la baisse progressive du prix de leurs articles étaient sont encore principalement dues à un minimum de salaire permettant à peine une misérable existence végétative, joint à un maximum de temps de travail humainement supportable. Fin de citation. Aux conditions de travail très difficiles des travailleurs à domicile s'ajoutent celles des travailleurs étrangers. Dans le livre 1 du Capital, les phénomènes migratoires sont monnaie courante. Les migrations sont à la fois locales, c'est qui? C'est les anciens paysans. Les anciens paysans, c'était les immigrés d'hier. Enfin, ils viennent de la campagne, c'est l'exode rural, c'est des étrangers. À la ville, c'est des étrangers, si vous voulez. National et international, vous savez que sont confrontés des travailleurs des colonies irlandaises et des travailleurs anglais en Angleterre, entre lesquels il y a bien évidemment des conflits. En fonction de la force d'attraction ou de répulsion du capital, des masses d'hommes, de femmes et d'enfants doivent se déplacer. Lorsque cela ne suffit pas, et j'ai trouvé ce passage absolument extrêmement intéressant, lorsque ça ne suffit pas, c'est-à-dire, si vous voulez, ça, c'est mon collègue normalement qui vous expliquera la surpopulation relative, mais il y a des moments, le capital, il a besoin d'engranger une masse de travailleurs, il dégage un nouveau marché de production, il faut embaucher, quoi. Et s'il ne les trouve pas, le capital, eh ben, il recourt à des agents de recrutement. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont alors déplacés d'un lieu à l'autre comme de véritables marchandises selon les besoins du capital. Je vais vous citer ce passage, je vais vous expliquer pourquoi je le trouve passionnant. Je cite, « On installe des agents à Manchester, on installe des agents, donc des gars, des agents qui font de recrutement à Manchester, avec l'accord des Poor Law Commissioners. Des listes, je cite Marx, des listes de travailleurs agricoles furent établies et remises à ces agents. Les fabricants accouraient à leur bureau et après qu'ils avaient choisi ce qui leur convenait, on faisait expédier les familles du sud de l'Angleterre. Ces paquets humains étaient livrés avec des étiquettes comme des ballots de marchandises par canaux et voitures de frais. Certains traînaient à pied derrière et beaucoup erraient, perdus et à moitié morts de faim dans les districts des manufactures. Cette pratique se développa en un véritable commerce. Ce commerce régulier
Ce trafic de chair humaine continua et ces gens furent achetés et vendus par les agents de Manchester aux fabricants de Manchester avec la même régularité que les nègres l'étaient aux planteurs de coton des États du Sud. Fin de citation. Alors pourquoi je trouve ce passage absolument passionnant? Puisque peut-être certains d'entre vous connaissent un documentaire de Yamina Benguigui qui s'appelle Mémoire d'immigrés. Et en fait, dans ce documentaire, la partie sur les pères, c'est-à-dire la partie sur le recrutement notamment des travailleurs d'Afrique du Nord, bon, c'est surtout sur l'Afrique du Nord qu'elle a travaillé, notamment les Algériens, eh bien, on a exactement les mêmes pratiques. Elle décrit exactement les mêmes pratiques dans le recrutement des travailleurs algériens au moment où il faut reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Il manque de main-d'œuvre, ils procèdent, ils recrutent des agents qui vont dans les campagnes d'Afrique du Nord, recruter la main-d'œuvre exactement selon les mêmes types de pratiques. Vous voyez que les capitalistes du XXe siècle n'ont absolument pas inventé beaucoup de choses. Bon, voilà. Donc, alors, en fonction des couches sociales auxquelles ils appartiennent, les travailleurs sont en possession d'une plus ou moins grande capacité d'organisation. Ça aussi, c'est important. Hein, en fonction du secteur, de la couche à laquelle vous appartenez, vous êtes plus ou moins fort en termes de résistance et de lutte de classe. D'accord ? Cette capacité d'organisation et de résistance n'est pas négligeable. Une moindre capacité de résistance, une plus grande dispersion des travailleurs joue nécessairement un rôle dans leur niveau de salaire, leurs conditions de travail et de vie. Plus l'organisation d'un secteur entrave la résistance des travailleurs, plus ces travailleurs se rapprochent de situations liées au paupérisme. Je cite, « Dans ce qu'on appelle le travail à domicile, l'exploitation se fait plus éhontée encore que dans la manufacture. Parce que, je cite Marx, parce que la faculté de résistance des ouvriers y diminue en raison de leur éparpillement, que toute une série de parasites rapaces, je vous ferai une parenthèse pour vous expliquer de quoi il parle, viennent s'imposer entre l'employeur proprement dit et l'ouvrier, que dans la même branche de production, le travail à domicile se bat partout contre le mode d'exploitation basé sur les machines, ou du moins contre celui de la manufacture, que la pauvreté prive l'ouvrier des conditions de travail les plus élémentaires, d'espace, de lumière, d'aération, etc., que l'irrégularité de l'emploi augmente et qu'enfin, dans ces ultimes refuges, des ouvriers rendus excédentaires par la grande industrie et l'agriculture industrielle, la concurrence entre les ouvriers atteint nécessairement son paroxysme. Bon, les parasites dont il parle, vous savez, c'est ceux qui faisaient du marchandage, qui étaient chargés de recruter les ouvriers notamment. Alors, avant d'envisager plus précisément... alors, attendez, où est-ce que j'en suis? Oui, voilà. Bon, voilà, donc je m'arrête là-dessus. Vous dire, voilà, j'ai essayé de vous mettre en lumière les mouvements d'attraction et de répulsion des travailleurs dont Marx parle dans cette section. Et pour ce qui est du concept en lui-même de la surpopulation relative, il sera abordé normalement par le prochain intervenant. Voilà, donc vous montrez comment il y a vraiment un moyen d'analyse de classe, de montrer comment le caractère composite de la classe ouvrière et de ses composantes catégorielles. Justement, en parlant de composantes catégorielles, ben, nous y venons. Est-ce que ça va? Oui. Ouais, bon, je vais essayer d'accélérer. Alors maintenant, je vais passer à une mise en lumière de cette section. Qui me tient à cœur, bien sûr, qui est fondée sur la section. Je m'appuie évidemment sur le texte. Je voudrais la faire aussi pour continuer de battre en brèche l'idée que Marx ne se serait pas du tout occupé de la question des femmes ou des relations entre les sexes. Cette section, et c'est pas la seule, en témoigne. Bien, alors... Donc, ce dont je vais... m'occuper d'éclairer, c'est la question de la différence des salaires entre les sexes et entre les âges, et comment cet enrôlement des femmes après l'arrivée de la grande industrie à la fois permet un développement des femmes en tant qu'individus, remet en cause les hiérarchies familiales, mais comment le capital empêche une complète émancipation des femmes et réaffirme les hiérarchies au sein de la famille. Autrement dit, à la fois, il embauche d'un côté les femmes et les enfants au sein de l'usine, donc il remet en cause les hiérarchies qui existent au sein de la famille, puisque l'homme, le père, n'est plus le seul pourvoyeur de ressources,
Mais d'un autre côté, comme il maintient l'écart de salaire, il réaffirme les hiérarchies entre les sexes et les âges au sein de la famille. Voilà, je vous ai un petit peu résumé l'idée que je vais développer. Donc la mesure de la valeur d'échange d'une force de travail, elle est déterminée par de nombreux facteurs, mais ici on va seulement s'intéresser à la valeur d'échange de la force de travail selon le sexe et l'âge, ces différences étant ici déterminées d'après le degré de développement de la force musculaire de la force de travail. Dans la mesure où cette force musculaire se présente en général de façon plus développée chez l'individu adulte de sexe masculin, le capital convient par conséquent qu'une dose de nourriture plus importante est nécessaire à ce type de force musculaire. Cette question de la force d'un point de vue musculaire est tout sauf négligeable puisque, comme on vient de le voir, elle jouera un rôle déterminant dans l'arrivée de la grande industrie. Je cite Marx, dans la mesure, nous dit Marx, où la machinerie rend superflue la force musculaire, elle devient un moyen d'employer des travailleurs sans grande force musculaire ou dont le développement corporel n'est pas arrivé à maturité, mais dont les membres sont plus souples. Fin de citation. Dans ces conditions, un certain nombre d'ouvriers de sexe masculin sont mis au chômage avec la grande machinerie. Le capital a besoin d'un nombre moins important de travailleurs et pour les hommes qui restent sur le marché, la valeur de leur force de travail a baissé. Elle se répartit désormais entre tous les membres de la famille ouvrière qui ont tous été, à partir d'un certain âge, embrigadés par le capitaliste. Je cite, « La valeur de la force de travail était déterminée par le temps de travail nécessaire, non seulement à la conservation de l'ouvrier adulte individuel, mais aussi à la conservation de la famille ouvrière. En jetant les membres de la famille ouvrière sur le marché du travail, la machinerie répartit la valeur de la force de travail de l'homme sur toute la famille. Elle dévalue par conséquent sa force de travail. » Fin de citation. Dans ces conditions, le travailleur adulte de sexe masculin, qui occupe la fonction de père et de conjoint au sein de la famille, se retrouve destitué de la place qui était la sienne dans la famille en étant principal pourvoyeur de ressources. En perdant sa place dans le monde de la production sociale, la fonction familiale de ce dernier s'en trouve pour partie bouleversée. Il est enrôlé dans un processus de perte de la légitimité et donc de l'autorité qu'il pouvait tirer du monde du travail social. De cette manière, c'est l'adulte de l'autre sexe, autrement dit ce sont les femmes adultes occupant la fonction familiale de mère de famille et de conjointe, qui sont conduites de fait à prendre la place jadis occupée par le père et conjoint dans la famille. Elles deviennent ainsi, avec les enfants et les adolescents des deux sexes, les principaux pourvoyeurs de ressources. C'est donc maintenant le père et conjoint qui dépend des autres membres de la famille pour sa subsistance. Par ailleurs, l'arrivée de la grande industrie participe à dénaturer les liens de filiation. Donc il s'attaque aussi au rapport parent-enfant, le capital. L'autorité des deux parents qui se fondent sur leurs fonctions au sein de la famille et qui consiste à pourvoir à l'entretien de l'enfant et à sa protection en échange de sa soumission à cette autorité se transforme avec l'enrôlement des femmes et des enfants dans le monde du travail. Les parents se servent de leur propre enfant comme on se servirait d'une marchandise dotée d'une valeur d'échange. Les enfants deviennent pour leurs parents des objets revêtus d'une valeur d'échange. Je cite Marx. On trouve encore dans les derniers rapports de la Children's Employment Commission des témoignages sur leur comportement réellement révoltant et parfois esclavagiste de certains parents ouvriers, qui font un trafic sordide de leurs enfants. Mais comme on peut le voir dans ces mêmes reports, le pharisien capitaliste dénonce cette bestialité qu'il a lui-même créée, éternisée et exploitée, et qu'en d'autres circonstances il baptise liberté du travail. Cela conduit Marx à considérer que dans ces conditions, donc fin de citation, la dimension proprement formelle du contrat capitaliste qui implique la liberté du vendeur n'est même plus véritablement remplie. Je rappelle qu'il existe encore des pays dans le monde où le capitaliste fait travailler des enfants. Je cite, « La révolution déclenchée par la machinerie dans le rapport juridique entre acheteurs et vendeurs de force de travail qui fait que toute la transaction perd jusqu'à l'apparence d'un contrat entre personnes libres. » Fin de citation. En outre, le capital dissout la famille d'un côté, mais de l'autre, il projette sur elle ses propres critères bourgeois de la famille et de ses hiérarchies. L'entrée massive des enfants dans le monde du travail a accru la concurrence des travailleurs envisagée selon le sexe et l'âge. Cette entrée massive des femmes et des enfants conduit à abaisser la valeur de la force de travail de l'ouvrier adulte de sexe masculin, envisagée selon sa fonction familiale de père et de conjoint pour la répartir entre tous les membres de la famille. Pourtant, malgré cette nouvelle répartition, et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, malgré cette nouvelle répartition, l'écart des salaires entre les sexes et les âges reste le même.
Autrement dit, la force de travail des ouvriers adultes de sexe masculin continue de revêtir une valeur plus haute que celle des autres membres travailleurs de la famille. En enrôlant les autres membres de la famille ouvrière, le capital destitue celui qui occupe la fonction familiale de père et de conjoint, en lui retirant l'autorité qu'il tenait de sa position de principal pourvoyeur de ressources. Mais en maintenant les écarts de salaire entre les différentes forces de travail, le capital réassigne les individus selon le sexe et l'âge à la place qu'ils sont censés occuper dans les fonctions familiales. Le capital assouplit à la fois l'autorité paternelle et celle du conjoint et en même temps réassigne chacun aux hiérarchies familiales. Vous voyez le problème? C'est-à-dire qu'en introduisant les femmes et les enfants dans le marché du travail, il donne un pouvoir, le capital, aux femmes et aux enfants. Maintenant, ils peuvent pourvoir à l'entretien de leur vie. Mais comme il maintient l'écart des salaires, il les réassigne à leur fonction de conjointe ou d'enfant, puisqu'il maintient l'écart des salaires, donc la hiérarchie qu'on trouve au sein de la famille. Donc, en ce sens, en même temps que la famille ouvrière se dissout, les liens dont elle est porteuse se transforment. Les membres de la famille s'émancipent de l'autorité du principal pourvoyeur de ressources de manière contradictoire. L'entrée des autres membres de la famille dans le monde social du travail entame le processus de dissolution de la famille ouvrière. Ce processus est en même temps un processus d'individualisation des membres de cette famille. Il se développe en tant qu'individu, ce que ne permet pas la communauté familiale, où on existe dans le cadre d'un tout. Ce processus de dissolution est en même temps un processus d'individualisation, je viens de vous le dire. Ce processus d'individualisation des membres est contredit par l'action du capital qui consiste à les réassigner aux hiérarchies propres aux fonctions familiales. Ce faisant, le capital, en réalité, surexploite les femmes et les enfants. En effet, si l'écart des salaires s'explique pour partie parce que la part qui revient aux femmes et aux enfants a déjà été versée à celui que le capital continue de considérer comme le principal pourvoyeur de ressources, l'ouvrier adulte de sexe masculin, et si en même temps il l'a mis en vérité ce dernier au chômage, dans ces conditions, le capital surexploite les autres membres de la famille ouvrière. La part qui revient à ces derniers et qui était censée être versée au père est restée dans la poche du capitaliste. Dans ces conditions, nous pouvons sans doute mieux comprendre l'action contradictoire du capital sur la famille ouvrière. Mais cette dissolution contradictoire par le capital de la famille ouvrière va engager une action en retour de résistance de la famille ouvrière elle-même. Les facultés de résistance et le soulèvement que provoque l'action du capital sur la famille ouvrière sont envisagées par Marx dans le cadre de la lutte des classes. La famille ouvrière en tant qu'entité relève d'un rapport subordonné au mode de production. Elle est comprise dans ce tout plus vaste que représente l'intérêt de la communauté de classe ouvrière. Dans ces conditions, l'action du capital, à la fois sur la famille en tant qu'entité et sur les composantes individuelles de cette dernière, n'est pas séparée ni séparable du mouvement de la production capitaliste. En bouleversant la famille, le capital conduit la société à être menacée dans ce que Marx appelle ses fondements vitaux. De cette manière, l'action en retour des luttes ouvrières et au sein de ces luttes de la famille ouvrière conduit de manière contradictoire d'un côté à l'obtention de nouveaux droits du travail à travers les luttes autour de la journée de travail, mais d'un autre côté, elles conduisent à une réaffirmation de l'ouvrier adulte de sexe masculin, envisagé selon sa fonction familiale de père et de conjoint comme principal pourvoyeur de ressources. Je vais essayer d'accélérer. En effet, l'arrivée de la grande machinerie avec tous les bouleversements qu'elle provoque dans le corps social menace désormais la société elle-même. Les conditions de travail des enfants, dont certains sont âgés d'à peine 5 ans, les conditions de travail des femmes, notamment des femmes travaillant dans les mines, les rapports des inspecteurs de fabrique ainsi que des médecins choquent l'opinion publique et conduisent à justifier l'intervention du législateur dans ce domaine. Cette situation donne lieu aux grandes luttes ouvrières pour la journée de travail. Le travail de nuit ainsi que le travail dans les mines des femmes salariées posait beaucoup de problèmes. Il remettait en cause l'existence du couple ouvrier puisque la nuit, les femmes étaient au travail. La limitation du travail des femmes dans les mines ou dans certains ateliers touche également aux conditions de travail impliquées par certains secteurs. Autrement dit, la chaleur des mines était telle que nombre de travailleurs, y compris des femmes, étaient contraints de se rendre nus dans les mines pour supporter la chaleur et le manque d'air. Ces conditions de travail n'étaient pas sans poser des problèmes de nature proprement sexuelle entre les différents travailleurs des mines. Je cite Marx, outre l'influence destructrice du travail de nuit
sur l'organisme humain. On souligne aussi les effets désastreux de l'association des deux sexes la nuit dans des ateliers faiblement éclairés. Donc vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de harcèlement sexuel au travail, on n'a pas tout inventé. Hein. Dans ce cadre, les salariés qui occupent la fonction familiale de père et de conjoint sont conduits à réaffirmer leur autorité. Selon Marx, je cite, ce sont les ouvriers adultes, hommes, qui ont imposé au capital, grâce à leur lutte, la limitation du travail des femmes et des enfants dans les fabriques anglaises. De même, il y avait derrière cela l'intention inavouée de faire... Bon, je vous passe cette citation. Cependant, cette réaffirmation de l'autorité de l'ouvrier adulte de sexe masculin doit être comprise selon nous en deux sens. Le premier sens est celui que nous avons donné. La réaffirmation de l'ouvrier adulte de sexe masculin est elle-même l'expression d'une contradiction qui s'est enrichie du mouvement de l'individualisation des membres de la classe ouvrière. Autrement dit, on ne peut pas effacer le passé. Le fait que les femmes soient entrées dans l'usine avec les enfants, la famille ne sera plus comme avant. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un retour en arrière pur et simple. L'individualisation des membres de la famille, provoquée par l'enrôlement des femmes et des enfants dans le monde social du travail, a produit des effets sur la famille ouvrière, de manière plus générale sur la société elle-même, qui ne peuvent être considérés comme négligeables. Bon, mais la réaffirmation de... Ah oui, mais en fait, ok. Mais j'ai bientôt fini, en fait. Mais la réaffirmation de l'autorité de l'ouvrier adulte de sexe masculin revêt un second sens, qui repose sur la manière dont la bourgeoisie interprète cette réaffirmation. Et ça, je trouve ça assez intéressant. La bourgeoisie, à travers des membres de gouvernement ou à travers le clergé, donne un sens exclusivement conservateur à l'expression de cette réaffirmation de l'autorité de l'ouvrier adulte de sexe masculin. Autrement dit, la bourgeoisie, enfermée dans sa conception de la famille bourgeoise, ne perçoit pas, sous le retour de l'ouvrier adulte de sexe masculin, les avancées de la société elle-même. Je ne ferai pas de commentaires sur l'actualité. Du point de vue de la bourgeoisie, il s'agit d'un retour en arrière pur et simple. Marx, en effet, rapporte soit les discours des membres de la bourgeoisie sur les victoires ouvrières en elles-mêmes, soit les discours des membres de la bourgeoisie qui se trouvent sous la pression des luttes ouvrières. Je cite, et c'est la dernière page, ne vous inquiétez pas, la commission du gouvernement anglais, pour vous dire un peu l'état d'esprit et comment la bourgeoisie lit l'événement, c'est son mode d'interprétation, c'est ça que je veux mettre en lumière. La commission du gouvernement anglais, qui en Irlande est pourtant armée jusqu'aux dents, prit un piteux air d'enterrement pour faire sa remontrance aux impitoyables patrons de Dublin, Limerick, Cork, etc. Alors, là, c'est Marx qui cite un discours. Le comité est d'avis que les horaires de travail sont limités par des lois naturelles qui ne sauraient être violées impunément. Autrement dit, la bourgeoisie, là, intervient par rapport à la durée du travail, en obligeant les ouvriers, sous la menace de les chasser, à violer leurs convictions religieuses, à désobéir à la loi du pays et au respect de l'opinion publique. Les patrons sèment la discorde entre le capital et le travail et donnent un exemple dangereux pour la religion, la moralité et l'ordre public. Le comité est d'avis que la prolongation de la journée de travail au-delà de 12 heures constitue une intrusion usurpée dans la vie domestique et privée de l'ouvrier et qu'elle a de déplorables conséquences morales puisqu'elle constitue une ingérence dans l'intimité d'un homme et dans l'accomplissement de ses devoirs familiaux de fils, de frères, d'époux et de père. Le travail au-delà de 12 heures a tendance à miner la santé de l'ouvrier, il provoque un vieillissement prématuré et une mort précoce et par conséquent entraîne le malheur des familles d'ouvriers qui sont privés des soins et du soutien du chef de famille au moment précisément le plus nécessaire. Fin de citation. Donc vous voyez comment c'est la réappropriation de cet événement par la bourgeoisie, c'est la manière de l'interpréter que je trouvais tout à fait intéressante et elle ne voit pas que cette évolution s'est faite de manière contradictoire. En attendant, les femmes se sont développées en tant qu'individus et les enfants aussi, c'est là-dessus d'ailleurs que je vais terminer. L'analyse de Marx conduit donc à mieux comprendre le mouvement contradictoire de l'action du capital sur la famille ouvrière et le mouvement contradictoire de la famille ouvrière et de ses composantes individuelles par rapport au capital et à la bourgeoisie. La bourgeoisie interprète la réaffirmation de l'autorité de l'ouvrier adulte masculin uniquement dans un sens conservateur. Or, les luttes de classe conduites par les ouvriers autour de la durée de la journée de travail ne reposent pas seulement sur la réaffirmation de l'autorité du chef de famille, pour reprendre les termes de la bourgeoisie. En poussant la classe ouvrière jusqu'à des limites extrêmes,
c'est le capital et partant la société elle-même qui se sont retrouvées menacées. L'entrée massive des femmes dans le monde du travail constitue un bouleversement sur le plan historique. Leur émancipation est une émancipation qui conduira à ce que Marx appelle désormais des formes supérieures de la famille. Je cite, « Or, quelque effrayante et choquante qu'apparaisse la décomposition de l'ancienne institution familiale à l'intérieur du système capitaliste, la grande industrie n'en crée pas moins en attribuant aux femmes, aux adolescents et aux enfants des deux sexes un rôle décisif dans des procès de production organisés socialement hors de la sphère domestique, la nouvelle base économique d'une forme supérieure de la famille et des rapports entre les sexes. » Fin de citation. Et puis, il ajoute, par rapport aux enfants, la violence des réalités a cependant obligé à reconnaître finalement que la grande industrie sapait outre la base économique de l'ancienne institution familiale et le travail familial concomitant, les anciens rapports familiaux eux-mêmes, il fallait proclamer le droit des enfants. Voilà, et je termine là-dessus. On va prendre quelques questions. Alors juste si vous posez des questions, il faut donc allumer le micro et quand vous aurez fini, donc pensez aussi à l'éteindre afin que d'autres puissent répondre ou donc poser d'autres questions. Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez dans les derniers chapitres, enfin les derniers alinéas de votre intervention sur les enfants, et aussi sur ce qu'on a à peine évoqué, c'est-à-dire ce qui est devenu à la mode maintenant, c'est-à-dire une forme de société qu'on lie un peu au capital, mais qui est aussi liée à des formes plus anciennes, antiques, c'est-à-dire le patriarcat. Alors je voudrais savoir, j'ai appris que le travail des enfants, il a été aboli progressivement. Mais je voudrais savoir ce qui a vraiment été déterminant, c'est-à-dire que pour l'abolition du travail des enfants, parce qu'on m'a dit par exemple que l'armée, par exemple, était en difficulté, par exemple, quand dans les conseils de révision, elle avait des jeunes de 20 ans qui étaient très usés par le travail qu'ils avaient commencé dès l'âge de 6 ans. Donc il y avait déjà un mouvement de l'armée qui était hostile à ce genre de choses. Alors je voudrais savoir comment on est arrivé à abolir le travail des enfants. Je pense que c'est des progressistes, évidemment, et les républicains aussi qui ont beaucoup bougé dans ce sens, qui ont influencé la législation. Après, peut-être le Second Empire, je ne sais pas, avant ou après, après 1848. Mais je pense que j'aurais voulu savoir les analyses que Marx fait justement, vous en avez un peu parlé, c'est pour revenir là-dessus. Est-ce que le capital se sert du chef de famille, du patriarcat comme oppression par rapport à la femme? Si vous dites que la femme, justement, elle est trop exploitée, que les enfants le sont aussi, parce que c'est plus facile de les exploiter eux, ils ont l'air plus vulnérables, surtout les enfants, qui ne sont pas des adultes. Donc c'est pour savoir comment, si vous pouvez développer un petit peu par rapport à la notion moderne, parce qu'actuellement il y a beaucoup de mouvements féministes qui sont contre le patriarcat, c'est devenu très, très d'actualité, quoi. Donc c'est pour savoir quelle analyse fouillée a fait Marx, parce qu'il y a des choses qu'on trouve chez des penseurs qui étaient un peu à la mode dans les années 68, comme William Reich, la révolution sexuelle, des choses comme ça, où il a analysé justement que pendant la révolution russe, il y avait des acquis, par exemple la société russe est plus matriarcale que patriarcale, et qu'il y avait le mariage était un peu moins prisé, qu'il y avait une liberté sexuelle des jeunes plus importante que dans les pays capitalistes, ça c'est, on va en discuter, mais bon, voilà, on a beaucoup discuté de ça, et je voudrais savoir ce que Marx pense de tout ça, quoi. Vous l'avez un peu dit, mais bon, si vous pouvez développer un peu. On prend deux questions. Non, je vais y répondre parce qu'elle est quand même très longue, la question. En fait, c'est vrai que moi, une grosse partie de mon travail, ça consistait à montrer qu'en effet, Marx avait pris en compte la question des femmes. Donc, j'arriverai pas à vous répondre en 30 secondes, puisque voilà. Mais qu'est-ce que je ne sais pas par où commencer, mais disons que ce qui est certain en tout cas, en fait, pourquoi souvent, quand je parle de cette question, je dis pas par rapport à qui ou quoi je parle. Et du coup, je pense que des fois,
on a du mal à voir en quoi, effectivement, pour moi, Marx fait partie des penseurs qui sont pionniers de ce qu'aujourd'hui on appelle les rapports sociaux de sexe. Et je pense qu'en effet, il y a énormément de matériaux pour penser la question des femmes. Mais par rapport à quoi je dis ça? Bon, d'abord, je rappelle quand même que Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, salue le travail de Marx à cet égard. Et ensuite, avec qui je dialogue? Je dialogue beaucoup avec les féministes des années 70, autour du problème de classe, de savoir si les femmes constituent ou pas une classe sociale, et puis autour de cette question de savoir si Marx aurait pris en compte, par exemple, la question du travail domestique ou pas, donc de ce qui se passe précisément au sein de la famille et de la division du travail, et puis aussi autour de la question, donc ça c'est plutôt Nicole Claude-Mathieu, qui dit que les penseurs des sciences sociales étaient incapables de prendre les femmes dans leurs enquêtes. Bon, il faut que je vous explique très concrètement ce que ça veut dire. Elle va faire une bonne critique, hein. C'est une critique qu'on appelle épistémologique, donc c'est sur les méthodes qui sont employées dans la science, c'est ça qu'elle va critiquer. Elle va critiquer la sociologie et l'ethnologie, ces deux disciplines qui sont pendant longtemps très très proches, hein, l'ethno étant, en tant que discipline, étant fille de la sociologie. Et elle va montrer que ces sciences, par exemple, si vous voulez, vous prenez un ethnologue qui va étudier une société, il est censé étudier toutes ses composantes. Or, les femmes, c'est toujours la moitié d'une société. Il revient, il fait son enquête, il dit l'homme, et quand on lui dit oui, mais vous dites l'homme et les femmes, il dit non, mais l'homme chez moi, ça veut dire l'homme et les femmes, c'est l'être humain. Bon, d'accord, ok. Et en fait, elle montre, elle vérifie, elle dit mais en fait, non, en vérité, il s'est occupé que des individus de sexe masculin, puisque quand il va parler des femmes, il va mettre une note de bas de page pour préciser qu'il s'agit d'une femme. Donc on peut lui dire, mais attends, mais juste avant, tu parlais de quoi? Tu parlais pas aussi des hommes et des femmes? En fait, non, tu parlais que des hommes. Ou alors, il va faire un chapitre à la fin du bouquin qui est consacré spécifiquement à la question des femmes. Comme si toutes les autres problématiques, les femmes en étaient exclues, alors que... Bon, bref. Donc elle va développer ce type de critique épistémologique. Et en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que pour l'auteur du livre 1 du Capital, dans le livre 1 du Capital, Marx est en dehors de cette critique. Autrement dit, avant même que Durkheim, père fondateur de la sociologie française, fonde la discipline, on a un des plus grands penseurs du communisme qui, dans le livre 1 du Capital, dès lors qu'il parle du travailleur concret, pas quand il est dans les chapitres de pure abstraction, mais dès qu'il parle du travailleur concret vivant, où Marx s'inspire de la matière historique, si vous voulez, empirique, eh bien, le travailleur a toujours un sexe et un âge, et comme on l'a vu ensemble, un niveau de qualification. Donc la prise en compte des deux sexes et des catégories d'âge est absolument systématique tout au long du livre 1 du Capital. Autrement dit, Marx échappe à la critique épistémologique faite plus d'un siècle plus tard, dans les années 70, et adressée aux sciences sociales. Par ailleurs, Christine Delphy, de son côté, va critiquer la non prise en compte du travail domestique, et elle va beaucoup s'attacher, non pas évidemment à dire que les femmes produisent de la plus-value à la maison, mais elle va essayer de montrer que ça a quand même une valeur marchande. Elle va avoir plusieurs façons de le démontrer dans un article, me semble-t-il, des années 80. Elle va montrer que ce que font les femmes, d'abord, c'est un travail à la maison, travail domestique, pas des tâches ménagères, et ensuite elle va procéder à plusieurs méthodes de calcul. Elle va dire, bon, prenons un gars qui, au lieu que ce soit sa femme qui fasse le travail domestique, achète des produits surgelés ou va chez le traiteur, amène ses vêtements chez qu'on appelle ça là, Pressing. Le pressing, voilà, merci. Et on voit combien ça coûte. Et on calcule sur le mois à combien ça lui revient. Ou bien, imaginons que le gars, et puis que le soir, évidemment, il peut aussi aller manger au restaurant. Ou bien, imaginons qu'il embauche une femme de ménage. Et voir aussi combien ça coûte sur le mois. Bon, et elle montre donc que, en fait, ce travail qui est fourni gratuitement a une valeur d'échange. Bon. Et en fait, on se rend compte... Alors, bon, je les ai, hein, les citations, je peux vous les citer si vous voulez. En fait, dans le livre 1 du Capital, certes, en note, il faut un petit peu peut-être chercher des fois, il parle des fonctions de la famille, mais surtout, en fait, ce qu'a essayé de démontrer comme une découverte absolue Delphi, en fait, Marx en parle déjà
par rapport à la famille ouvrière, comment et pourquoi? Mais justement, quand les femmes entrent à l'usine. Il dit que pourquoi il en parle à ce moment-là? Parce que les libéraux, ils disent, ah ben vous voyez, les revenus de la famille ouvrière a augmenté, puisque maintenant il n'y a plus un seul salaire, il y a le salaire du gars s'il travaille encore, il y a le salaire de la conjointe, de la femme, et il y a le salaire des enfants, d'accord? Sauf que, donc du coup, normalement, le revenu de la famille ouvrière a augmenté. Et Marx, c'est cet argument qu'il veut combattre, et à l'occasion de l'opposition à cet argument, il dit oui, non mais d'accord, ok, le revenu absolu, dans un sens absolu, a augmenté, mais le travail que faisaient les femmes avant au sein de la famille, notamment la cuisine, maintenant, il faut le remplacer par l'achat de plats, de ce qu'il appelle, dans sa citation, des produits finis. Donc en vérité, voilà, ça n'a pas tant augmenté que ça. Il parle à un moment donné du travail domestique, et il emploie l'expression, ce que je trouvais absolument extraordinaire. Et en plus, par ailleurs, il ne développe pas sur le travail domestique, parce que je rappelle quand même les conditions de vie de la classe ouvrière qui est l'objet de la description de Marx. La vie domestique est quasiment inexistante, puisqu'ils passent l'essentiel de leur journée à l'usine. Vous savez comment vivaient regroupés les ouvriers, où une couche dans laquelle on dormait, elle n'était pas encore refroidie, qu'il y en avait un autre qui reprenait la place. Donc si vous voulez, le travail domestique, à ce moment-là, il se réduit à presque néant. C'est l'entretien stricto sensu de la vie. C'est pas comme aujourd'hui, on a des appartements un peu aérés, un peu plus spacieux, ça dépend où, mais enfin, où on a de quoi faire en termes de travail domestique. À ce moment-là, si vous voulez, c'était quand même pour partie des bidonvilles. Hein. Donc ça se réduisait au strict nécessaire de l'entretien de la vie. Donc c'est par rapport à ces débats que je me situe et que je cherche à répondre. Et c'est pour ça que je mets en lumière et que j'insiste sur l'expression deux sexes dans les écrits de Marx lui-même. Voilà. Et après, bon ben oui, effectivement, pour Marx, les femmes font partie de la classe ouvrière. Elles constituent pas en elles-mêmes une classe sociale, mais elles sont une catégorie du monde, une catégorie à part entière, comme on l'a vu, du monde des travailleurs. Par rapport à la question de l'école, bon, moi je suis pas historienne, hein, donc je vais pas trop, mais bon, c'est évident que ça s'est fait progressivement en fait. Mais ça a été bien sûr une lutte de classe. C'est une revendication qui apparaîtra dans la critique du programme de Gotha, si mes souvenirs sont bons, et peut-être déjà dès le manifeste, ça j'ai un petit doute dans leur programme politique, et l'interdiction du travail des enfants. Hein, qui implique bien sûr la question de leur éducation. Mais en fait, la question de la scolarisation des enfants, elle est due à la lutte des classes, elle est due aussi à des besoins, hein, à cause du progrès technique. On a des gamins à un moment donné qui savent ni lire ni écrire, qui pensent que le diable c'est Jésus, enfin qui ont complètement, qui n'ont plus aucune éducation, même d'ordre moral, mais de morale de base, même d'éducation religieuse, mais pas religieuse au sens de croire en Dieu, religieuse au sens où ça vous transmet une culture, une tradition, un savoir-vivre, si vous voulez, un savoir-être. Tout ça est complètement laminé, ça pose aussi des problèmes sur le plan politique. Donc ça fera l'objet d'une longue lutte de classe qui seront que des conquêtes progressives. Il y a aussi le rôle de l'opinion publique, qui est extrêmement choqué de voir ce qu'on fait aux enfants. Donc au départ, en fait, il va y avoir les enfants ne seront plus autorisés à travailler sans fournir un certificat scolaire. Mais il y a beaucoup de problèmes parce qu'en fait, les profs qui leur fournissent le certificat scolaire savent à peine lire et écrire, donc ils font une croix, si vous voulez. Du coup, le gamin, avec son certificat, il peut aller se présenter à l'usine pour travailler. Et puis, petit à petit, on va réussir à dégager des moyens de plus en plus importants pour financer la scolarisation des enfants. Juste sur l'école, je fais une petite parenthèse. En effet, Marx était favorable à ce que nous, on appellerait aujourd'hui des lycées techniques. Il n'était pas pour qu'on ait des cours théoriques toute la journée. Il était plutôt... Parce qu'il trouve que c'est toujours en rapport avec la question de la division du travail. Il était pour qu'on ait des cours, disons, théoriques le matin et des cours techniques l'après-midi.
Hein, pas que du cours théorique, parce que sinon, pour lui, on est un peu abruti, enfin, on est pas abruti, mais borné. Voilà, on développe qu'une de ses capacités et pas l'autre. Et pas, juste pour vous répondre, pour finir de vous répondre, excusez-moi de la longueur, le capital, par rapport à la famille ouvrière, et pourquoi il est aussi amené à la reproduire, c'est parce que, mais ça je ne l'ai pas développé, excusez-moi, et je termine, c'est parce qu'il est confronté quand même à la question de la dépendance de l'enfant. À un moment donné, il y a bien un corps qui va devoir produire cet enfant, c'est quand même le corps de la mère, et il y a un temps de la vie où l'enfant est totalement dépendant d'un adulte. Et il ne peut rien faire. Ok, on peut les faire travailler dès l'âge de 4 ou 5 ans, mais avant cet âge-là, il est dans une totale dépendance. Et s'il ne reçoit aucun soin, aucune éducation, aucune prise en charge, comme c'est le cas à un moment donné, puisque les femmes sont à l'usine 18 heures par jour, qu'il n'y a pas de congé maternité et compagnie. Du coup, si vous voulez, ça crée des dangers à l'adolescence. Ça veut dire que ces gamins, le capital, la société bourgeoise vont en faire comme il le dit à des moments, ils sont promis à ne pas pouvoir entrer à l'usine, à ne pas pouvoir supporter la discipline, comme vous l'avez vu, qui ressemble à celle de l'armée, à pas pouvoir se plier à des règles. Ils sont perdus pour la classe bourgeoise aussi. Enfin, on arrive à un moment où la classe ouvrière est susceptible d'être détruite. Donc, ce qui explique que sur ces questions, la bourgeoisie recule. Alors, on va s'arrêter là parce qu'il est un peu tard. Donc, on vous remercie. Ah, je suis vraiment désolée. Hein. On vous remercie pour votre présence et donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'Université permanente en économie et puis dès mardi prochain donc pour les prochaines disciplines. Bonne soirée.